Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de ce journal. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, participait ce jeudi à un sommet extraordinaire de la CEDEAO par visioconférence. La réunion fut axée sur la situation au Mali marquée par la prise de pouvoir mardi dernier par des militaires putschistes. La conférence annonce des décisions fortes pour une sortie de crise au Mali. En Côte d'Ivoire, les responsabilités seront situées après les vives manifestations de la semaine dernière. 5 individus, dont 2 présumés meneurs, ont été interpellés par les services de la gendarmerie. Ils risquent de lourdes peines d'emprisonnement. Et en Russie, Alexei Navalny est plongé dans le coma. Le principal opposant de Vladimir Poutine aurait été empoisonné. Un avion médicalisé devrait décoller d'Allemagne cette nuit pour le rapatrier. Bienvenue dans ce 23h. Un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenu ce jeudi sur la situation socio-politique au Mali. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y a pris part par visioconférence. Des décisions sont prononcées pour une sortie de crise au Mali, incluant le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel et la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta, suivant le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboula. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ce jeudi en concertation. La rencontre pour cause de la Covid-19 s'est encore tenue par visioconférence. Au centre de cette rencontre, la situation sociopolitique au Mali. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en la présente session, s'est prononcée pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Mali, après l'arrestation par une junte militaire du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui l'a obligé à démissionner. Nous exigeons la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta et de tous les officiels qui ont été arrêtés. Nous rappelons aux militaires putschistes leur responsabilité sur la sûreté et la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels arrêtés. Nous demandons le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta en tant que président de la République, conformément aux dispositions constitutionnelles de son pays. Nous suspendons le Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat. Nous demandons la mise en œuvre immédiate d'un ensemble de sanctions contre tous les militaires putschistes et leurs partenaires et collaborateurs. Nous décidons de dépêcher immédiatement une délégation de haut niveau pour assurer le retour immédiat de l'ordre constitutionnel. Nous demandons la montée en puissance de la force en attente de la CEDEAO. Nous allons donc engager des discussions avec les responsables de la junte militaire pour leur porter le message de notre communauté et leur faire comprendre que le temps des prises de pouvoir par la force est révolu dans notre sous-région. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'instar des autres chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a pris part à cette visioconférence sur la situation au Mali. Il s'agit pour le chef de l'État ivoirien et ses pairs d'apporter leur concours pour permettre au Mali de surmonter rapidement la crise aux conséquences graves qu'il traverse. Cela conformément au protocole additionnel sur la bonne gouvernance et le respect de la démocratie dans l'espace CEDEAO. Voilà des mesures fortes prononcées par la CEDEAO qui exigent des putschistes la libération immédiate des officiels maliens arrêtés, le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta dans ses fonctions. Et pour Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la CEDEAO devra agir avec détermination afin d'obtenir par tous les moyens le rétablissement de l'ordre constitutionnel. L'institution envisage un dialogue inclusif avec les responsables de la junte pour leur faire comprendre que le temps des coups d'État est révolu selon les propos du président Mahamadou Issoufou. Première démarche annoncée, l'envoi immédiat d'une délégation de haut niveau pour assurer le retour immédiat de l'ordre constitutionnel au Mali. En Côte d'Ivoire, le gouvernement appelle à l'apaisement après les manifestations de la semaine dernière. Ce jeudi encore, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'exprimait sur nos antennes par la voix de son directeur de cabinet, Amani Ipou Félicien. Le ministère réitère à la population l'arrêté portant sur la suspension des manifestations sur la voie publique. Je voudrais rappeler
que le Conseil des ministres d'hier a pris une décision extrêmement importante. Il s'agit de la suspension des manifestations sur la voie publique. Je rappelle les termes de cet arrêté. Il s'agit d'abord de l'arrêté interministériel numéro 804/MATED-MSPC du 19 août 2020 portant suspension des marches et autres manifestations sur la voie publique. Cela signifie quoi? Cela signifie que désormais, au terme de cet arrêté, les organisations de la société civile, les formations politiques qui veulent organiser des manifestations publiques ne peuvent plus les organiser sur la voie publique. En revanche, l'arrêté, au terme de cette disposition, autorise ces organisations à tenir leurs manifestations dans des lieux clos. Et il s'agit pour ces organisations de se conformer aux dispositions de cet arrêté qui vient d'être pris par le gouvernement. Cela nous amène à rappeler les motivations de cet arrêté. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, nous avons eu dans certaines localités du pays des manifestations qui ont entraîné des dégâts matériels importants et même mort d'hommes. Suite à ces violences, le gouvernement a estimé qu'il fallait désormais prévenir ce type de manifestation. C'est alors que la décision de suspension est intervenue. Donc il ne s'agit pas, bien sûr, de brimer les partis politiques, mais il s'agit d'une mesure d'ordre public pour préserver les vies humaines et également pour préserver les biens publics et privés. Alors, des femmes de l'opposition entendent manifester demain, malgré cette mesure. Elles disent avoir saisi l'autorité. Quelle est votre réponse à cette demande? Je voudrais bien insister là-dessus, et c'est d'ailleurs pourquoi je suis sur ce plateau. Ces marches ne sont pas autorisées tant qu'elles seront faites sur la voie publique. En revanche, ces marches peuvent se tenir, ces manifestations peuvent se tenir dans des lieux clos, ce qui va permettre aux forces de l'ordre, aux agents de sécurité d'encadrer ces manifestations pour qu'elles puissent se dérouler dans les conditions les meilleures et préserver la vie des personnes, préserver les biens publics et les biens privés. Merci, monsieur. Peut-être qu'il faudrait ajouter que les organisations de la société civile et les partis politiques doivent se conformer à ces dispositions. Pour les contrevenants, l'arrêté que je viens de citer a une disposition claire là-dessus. Au niveau de l'article 4, effectivement, les contrevenants vont s'exposer à des poursuites judiciaires. Voilà, c'était un extrait du journal télévisé de 20h du jour présenté par Kolo Koulibaly. Suite aux manifestations de la semaine dernière, la gendarmerie nationale fait le bilan des interpellations pour troubles à l'ordre public. 5 individus, dont 2 meneurs, ont été arrêtés. Ils risquent, selon les instances judiciaires, de lourdes peines d'emprisonnement. Jean-Marc Djadji. 5 individus mis en garde à vue par des éléments de la section de recherche de la gendarmerie nationale. Ils ont été interpellés le mercredi 12 août et au lendemain des manifestations du jeudi 13 août dernier. 2 parmi eux sont accusés de troubles à l'ordre public et d'incitation à la révolte lors de la marche de l'opposition. Les 3 autres ont été appréhendés après perquisition de leur domicile par les unités de recherche de la gendarmerie. Motif : tentative de déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire. Ils risquent tous de lourdes peines d'emprisonnement. Les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Les forces de défense et de sécurité chargées d'encadrer les manifestations sont au taquet pour assurer la sécurité du territoire. Et selon la politique de défense, cela passe par le déploiement de la police nationale. Un poste de police de proximité a été ouvert d'ailleurs à Korogo. C'est le premier d'une série de 6 prévus à Mississauga. Un seul commissariat de police pour plus de 300 000 habitants à Korogo. Le deuxième est en construction. Le ratio police-population est d'un policier pour plus de 1000 habitants, en deçà du standard international qui est d'un policier pour 400 habitants. Pour combler donc ce déficit, la préfecture de police de Korogo et les autorités communales se sont engagées à créer plusieurs postes de police de proximité. Le premier d'une série de 6 prévus est inauguré. 6 postes de police à Korogo dans toute la ville, c'est assurer la sérénité
la quiétude des populations. C'est faire en sorte que les populations n'aient plus peur dans les quartiers les plus reculés. Notre objectif est de rapprocher davantage la police des populations pour permettre un maillage effectif de la ville afin de répondre avec promptitude aux besoins de sécurisation des habitants de la commune. Qui ne se sent pas en sécurité de savoir qu'il a un poste de police à moins de 5 minutes de chez lui. Il est en même temps dissuasif pour les malfrats et les malhonnêtes de savoir qu'à tout moment, la police peut être présente. Situé dans la cité Ali Kader, au quartier Soudibra à Korogo, en plus du maintien de la sécurité des personnes et des biens, ce poste servira de point d'accueil et d'enregistrement de plaintes. Il fonctionnera 24 heures sur 24. Un projet financé par la mairie à près de 90 millions de francs CFA pour le bonheur des populations. Encore appelé commissariat du secteur, le poste de police de proximité est directement rattaché au commissariat de police. Il est composé d'un box et est doté d'engins roulants pour faciliter la mobilité des agents. La police se rapproche donc davantage des populations pour résoudre les problèmes de circulation routière que rencontrent les populations à Abidjan. Le projet de mobilité urbaine entrera bientôt dans sa phase active pour créer une ligne express qui relie les zones Yopougon et Bergerville. Il a été lancé le recensement des transporteurs et conducteurs des communes touchées par le projet Lanciné Bakayoko. Ce projet de mobilité urbaine d'Abidjan prévoit une ligne directe entre les communes de Yopougon à Tékoubé, Adjamé Plateau, Cocody et Benjerville. En plus de régler les problèmes d'embouteillage, ce projet va surtout apporter un appui significatif au transport conventionné à Abidjan à travers la réhabilitation des voies de rabattement et des infrastructures de la Sotra avec de nouveaux dépôts de bus. Ce bouleversement qui arrive va avoir un impact sur les autres modes de transport. Le taxi communal, le minicar. Pour éviter donc que ce pan-là disparaisse, le gouvernement a souhaité que les acteurs soient impliqués et réfléchissent pour pouvoir maintenir les emplois, maintenir le matériel roulant et maintenir nos salariés. Des inquiétudes en termes de manque à gagner sont toutes légitimes, mais pas de panique. Diverses mesures comme le renouvellement du parc automobile à hauteur de 2000 taxis-compteurs et de 1000 BACA ont été prises par le gouvernement. D'autres projets tels la formation des chauffeurs, les centres d'alphabétisation et de santé sont également inscrits au programme. La réussite de la mise en œuvre de ces différentes actions nécessite une collaboration étroite avec les acteurs concernés pour que chacun bénéficie de ce qui est prévu dans le cadre du projet. Une amélioration de la mobilité à Abidjan de l'ordre de 20% pourrait faire bondir la croissance économique du pays d'au moins 1%, tout en assurant une professionnalisation du transport artisanal. Si le transport véritablement se métamorphose et change et évolue positivement, ça va tirer encore l'économie et donc on pourra partager les richesses et chacun pourra être un peu plus à l'aise. Avec la ligne express Yopougon-Benjerville, les temps de déplacement seront réduits drastiquement et 600 000 emplois supplémentaires deviendront accessibles en moins d'1 heure. Voilà, on le voit, les initiatives se multiplient pour améliorer le quotidien des populations dans cette atmosphère pandémique due à la Covid-19. Voyons d'ailleurs les chiffres du jour. La courbe retombe. 17 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés ce jour. 189 nouvelles guérisons et malheureusement un décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Ce 20 août, la Côte d'Ivoire compte 17 249 cas confirmés. Si les chiffres sont à la baisse, le virus est toujours présent avec 2526 cas actifs. Il faut respecter les mesures barrières à la Covid-19. Et si la Côte d'Ivoire obtient ces résultats satisfaisants, c'est parce qu'elle reçoit aussi le soutien de ses partenaires et pays amis dans sa lutte contre la Covid-19. L'agence allemande de coopération internationale a octroyé une aide financière de 47 millions de francs. Des dons ont été remis symboliquement à la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara. On dénombre 397 villages ou campements, dont 341 points de passage non officiels.
Dans ce contexte, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, enregistre une recrudescence de foyers confligènes aux frontières du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Pour apporter une réponse à cette situation, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire a initié le projet Sensibilisation à la cohabitation pacifique et formation à la lutte contre la COVID-19 avec remise de kits sanitaires aux populations dans les zones frontalières. Le projet est soutenu par la République fédérale d'Allemagne à travers le GIZ. Le projet vise à renforcer la sécurité physique et sanitaire ainsi que la paix dans les zones frontalières de la Côte d'Ivoire. C'est un coût global de 47 17 000 francs CFA consacré à 3 grands chapitres: sensibilisation et communication sur la COVID-19, formation à la cohabitation pacifique et aux gestes barrières et acquisition de matériel et équipements. Au nom du GIZ, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire remet ainsi des kits sanitaires à la Commission nationale des frontières. Je tiens à réitérer une fois de plus mes sincères félicitations à l'État ivoirien pour tous les efforts consentis et les initiatives prises dans le cadre de lutte contre le Covid-19, efforts qui ont débuté à donner de bons résultats. En témoigne la situation actuelle du point de lutte contre cette maladie. Doropo, Kanyasso, Mbengue et Kong constituent entre autres les chefs-lieux des localités bénéficiaires de ce projet. Nous ouvrons la page politique à présent. Le RHDP est à 48 heures de sa grande convention prévue le 22 août prochain. Avant l'événement politique, Adama Bictogo, le directeur exécutif du parti, galvanise ses militants. Alexis Ouedraogo. Dernière tournée de mobilisation autour de la cérémonie d'investiture de son candidat ce samedi 22 août. Le directeur exécutif du RHDP fait tomber la veste. Mercredi soir à Yopougon, Ouassakara, les militants le lui ont bien rendu. Pour Adama Bictogo, il faut rester concentré sur l'essentiel. Ils sont convaincus qu'ils ont non seulement le meilleur candidat, mais ils ont celui-là même, le candidat qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être au niveau, au stade où nous sommes. La majorité, elle est là. La majorité responsable, elle est là. Et elle va le démontrer de maintenant jusqu'au 31 octobre pour répondre aux attentes des Ivoiriens. Parce que c'est ça notre préoccupation. Comment améliorer encore plus chaque jour le bien-être, le quotidien des Ivoiriens. Autre rendez-vous ce jeudi en fin de journée à Abidjan Sud, au foyer des jeunes de Koumassi. Aux côtés des coordonnateurs régionaux de Port-Boué et Koumassi, dernier réglage de l'organisation, le directeur exécutif dit toute sa fierté. Il parle, nous on avance. Le 22 août, au Félicia, on doit montrer à la minorité bruyante, à ceux qui font du bruit, que l'éléphant n'a pas besoin de montrer qu'il est costaud. Mais quand il fait un pas, c'est un vrai pas. C'est nous qui avons demandé à Alassane Ouattara d'être candidat. C'est pas lui qui nous a demandé, c'est nous qui avons demandé à Alassane Ouattara d'être candidat. On l'aime pas, il est le meilleur. Le parti attend un peu plus de 100 000 personnes pour sa convention d'investiture ce samedi. Et à la suite du directeur exécutif du RHDP, les coordonnateurs régionaux d'Abidjan Sud sont aussi à la tâche pour relever le défi de la mobilisation. Ils ont investi les communes de Port-Boué, Koumassi, Marcory et Trècheville. L'objectif de cette mission, c'est de mobiliser au moins 20 000 militants dans cette zone de la capitale économique. Mamadou Kouassi. La coordination régionale RHDP de Port-Boué veut battre le record de mobilisation lors de la prochaine convention d'investiture de son candidat. Les militants l'ont exprimé au ministre Ibrahima Cissé Bakongo, premier responsable du parti pour le compte d'Abidjan Sud, et cela au cours d'une rencontre de mobilisation tenue au siège du RHDP de Port-Boué. Pour le ministre Yandou Fofana, coordonnateur régional du RHDP de Port-Boué,
Cette convention est la concrétisation d'une volonté exprimée depuis des semaines. Population de Port-Boué, comme des fourmis envahissant le stade. Pour que Abidjan Sud magnifie le chef et démontre à la face du monde que Alassane Ouattara n'a pas usurpé son titre, mais qu'il demeure encore là-bas et qu'il est véritablement le leader. Le ministre Ibrahima Cissé Bakongo, premier responsable du RHDP pour le compte des communes de Port-Boué, de Koumassi, de Makori et de Treichville, s'est dit heureux de l'engouement suscité par la candidature du président Alassane Ouattara auprès des populations. C'est pourquoi il exhorte les militants à investir le stade Félix Houphouët-Boigny le samedi prochain. Nous allons donc démontrer le samedi que la majorité se trouve du côté de ceux qui veulent la paix. La majorité se trouve de ceux qui veulent le maintien des acquis de la gouvernance actuellement en place. C'est ce défi que nous voulons relever, faire en sorte qu'à partir du 22 août, on se dise que l'affaire est pliée. Avant l'étape de Port-Boué, c'est la délégation régionale RHDP de Koumassi qui a été visitée. Ici également, Ibrahima Cissé Bakongo a invité les militants à dépasser le quota des 20 000 places accordées à la zone d'Abidjan Sud. Assurance lui a été donnée par les militants qui entendent ainsi traduire cette volonté le 22 août prochain, mais également le 31 octobre prochain pour faire élire le président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat. Une nouvelle organisation rejoint le RHDP. Il s'agit de Diaspora One, une organisation citoyenne constituée de RIPAT, des Ivoiriens ayant vécu à l'étranger. Ils soutiennent la candidature d'Alassane Ouattara et envisagent même de sensibiliser les populations à suivre ce choix. Didier Nguessan. Ils sont issus de la diaspora ivoirienne et soutiennent la candidature du président Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre 2020. Diaspora One, par ce choix, veut préserver les acquis de paix, de stabilité et de développement socio-économique. Diaspora One, groupe d'action de la société civile composé d'anciens Ivoiriens de l'extérieur, qui a analysé la situation sociopolitique lors de sa réunion du mardi 11 août 2020, a décidé de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Il entreprendra à cet effet des actions de sensibilisation et de mobilisation en vue d'une victoire écrasante du candidat Alassane Ouattara au soir du 31 octobre 2020. Pour Abdoulaye Touré, l'offre politique du chef de l'État est la plus crédible. L'organisation Diaspora One est composée de plusieurs leaders d'organisations de la société civile. Elle est ouverte à toutes les sensibilités sociales. Dans l'enseignement supérieur, un laboratoire de langue a été ouvert à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. C'est un don d'un ex-étudiant de cette prestigieuse école. Le ministre Moussa Sanogo Kader Sogodogo a visité les lieux. Son rapport dans ce reportage. Un laboratoire de langue français-anglais avec 22 postes ordinateurs dotés d'Internet haut débit, un tableau interactif et des livres de mathématiques de tout genre. Le tout premier de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro depuis sa création en 1975. Il s'agit d'un don d'un mathématicien doté de connaissances statistiques hors pair. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, ancien étudiant de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, de la promotion 1992-1993 des classes préparatoires. Dans le courant de l'année 2019, Monsieur le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a bien voulu accéder à nos sollicitations à l'effet de contribuer à la réhabilitation des résidences des étudiants, dont celle de l'INPHB Sud, qui connaissait une dégradation relativement prononcée. Ancien élève des classes préparatoires, a bien voulu marquer sa reconnaissance vis-à-vis de son école en finançant personnellement un laboratoire de langue. Pour le donateur, aujourd'hui, ces cadets doivent avoir un autre atout, l'anglais, une exigence dans un monde de plus en plus compétitif. Je m'honore d'avoir contribué modestement à la réalisation de ces travaux. C'est un dispositif utile, nécessaire pour le renforcement des capacités des élèves de l'INPHB de Yamoussoukro. La maîtrise de l'anglais notamment est le sésame des carrières professionnelles à l'international. Et pour nous, cadres francophones, c'est un atout supplémentaire. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette action est un exemple à suivre. Je souhaite vivement
que les anciens de l'INPHB qui aujourd'hui occupent des places de choix dans notre administration et dans notre tissu économique, notamment au niveau des entreprises privées formelles, que chacun de ces cadres-là donc suive l'exemple de M. le ministre du Budget. Après l'inauguration et la visite du laboratoire et d'une salle de classe, Moussa Sanogo a pris du plaisir à revisiter sa chambre d'étudiant. L'émotion, bien entendu, était au rendez-vous. C'est beaucoup d'émotion de revenir tant d'années en arrière et trouver sa petite chambre d'étudiant où on a passé tant de nuits, je ne dirais pas blanches, mais presque, à essayer de résoudre des exercices. Cette année, malgré le coronavirus, l'INPHB de Yamoussoukro a de nombreux étudiants de l'école préparatoire qui sont admis pour des écoles d'ingénieurs, les plus prestigieuses du monde d'ailleurs. Et nous revenons sur cette crise sanitaire, la pandémie de coronavirus qui aura eu de grandes conséquences sur tous les secteurs d'activité. Celui des arts et de la culture a été particulièrement muselé et les difficultés des artistes ont été portées au cours d'une rencontre à la ministre Raymonde Goudou Kofi. Issa Yeo rapporte les faits. Du fait du coronavirus, les professionnels de l'art en Côte d'Ivoire ont vu leurs revenus baisser par manque d'activité. Face à cette situation, ils ont sollicité et obtenu une rencontre avec le ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi. Nos spectacles ont été bloqués, nos festivals ont été annulés ou reportés. Nos tournées internationales comme nationales ont été ajournées. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le monde de la culture, à l'instar de tous les autres pays, a subi les doubles tribunes de cette pandémie. Alors nous venons tout sagement auprès de vous solliciter votre intervention auprès du gouvernement, auprès du président de la République, afin que notre cri d'alarme soit entendu. Pour un accompagnement qui relève bien entendu de la discrétion de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous allons donc bien entendu, après votre courrier, transmettre cela à notre chef du gouvernement, qui lui, bien entendu, selon le contenu, pourra bien entendu le transmettre donc au Président de la République. La ministre Raymonde Goudou Kofi a par ailleurs invité les artistes à faire usage du fonds mis à leur disposition pour créer. Nous parlons à présent de célébration. Voici 25 années que le père Auguste Brou officie en la paroisse Saint-Luc des 220 logements dans la commune d'Adjamé. Le religieux marque ce cycle par une messe d'action de grâce durant laquelle il réitère son engagement à répandre l'évangile du Christ. Grâce Kando. La mission du prêtre se résume en ce triptyque: enseigner, gouverner et sanctifier le peuple de Dieu à travers l'annonce de l'Évangile et la célébration eucharistique. Voici 25 ans que le père Augustin Obrou a décidé de s'engager à la suite du Christ. À cet effet, une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Luc des 220 logements, sa paroisse d'origine. 25 ans, ce n'est qu'une étape. Je prie Dieu pour qu'il me donne encore assez de vie, assez de temps, pour que je puisse annoncer à temps et à contre-temps le message qu'il me donne de proclamer. Cette messe d'action de grâce a vu la participation de plusieurs fidèles venus d'autres paroisses et confessions religieuses. Je prie Dieu afin qu'il soit toujours élevé, afin qu'il continue bien sa mission et qu'il l'amène à bien. Parce que la vie de prêtre n'est pas souvent facile et bon, on lui souhaite beaucoup de bonheur. 25 ans d'abord, c'est le quart de siècle. C'est un âge mémorable et à fêter. Vraiment, nous sommes heureux pour le Père Augustin. C'est important pour la vie d'un homme, surtout au service de Dieu. Cela devrait pouvoir nous inspirer. 25 ans de sacerdoce, c'est 25 ans de fidélité au Seigneur, c'est 25 ans d'amour pour le Seigneur, mais 25 ans également d'offrande de sa personne, de sa vie et de son amour également pour ses frères et sœurs. C'est autant de leçons pour chacune et chacun d'entre nous. Le père Augustin Obrou a été ordonné le 9 septembre 1995 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau par le cardinal Paul Poupard. En plus d'être le secrétaire exécutif de la conférence épiscopale chargé des moyens de communication sociale,
Il est curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux depuis 4 ans. Parlons à présent de perspectives. La diaspora burkinabé souhaite définir une stratégie pour contribuer au développement de son pays, une contribution qu'elle compte apporter après un congrès sur le thème « Quelle stratégie pour la contribution des Burkinabés de la diaspora dans la vie politique, économique et sociale du Burkina Faso ». Un congrès tenu récemment à Abidjan. Le point avec Moussa Konaté. Alexei Navalny, l'un des critiques les plus féroces du Kremlin, se rendait ce jeudi à Moscou en avion. Les Burkinabés vivant à l'étranger s'organisent pour participer au rayonnement de leur pays. Réunis ce jour à Abidjan pour le premier congrès du mouvement politique C'est le moment. La diaspora burkinabé est invitée à contribuer à la vie politique, économique et sociale du Burkina Faso. Un appel de Moumouni Pograwa, président du mouvement C'est le moment. Nous sommes pratiquement 7 millions de Burkinabés vivant hors de notre territoire national, donc le Burkina Faso. Et il était question donc de nous mettre ensemble pour participer efficacement au développement de notre pays. Et ce congrès est historique, d'autant plus que c'est le tout premier congrès de toute la diaspora donc burkinabé vivant dans le monde. Créé en 2018, le mouvement C'est le moment regroupe des Burkinabés de la diaspora. Des Burkinabés de l'étranger qui souhaitent la stabilité au Burkina Faso. Le pays prévoit une élection présidentielle en novembre 2020. Dans l'actualité internationale, l'opposant principal de Vladimir Poutine est plongé dans le coma suite à un probable empoisonnement. Alexei Navalny était dans un vol de la Sibérie pour Moscou quand l'avion a dû atterrir en urgence à Omsk en raison de la dégradation subite de son état de santé. Un avion médicalisé devrait décoller d'Allemagne dans la nuit pour le rapatrier. La France également a proposé une aide médicale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Suivez dès demain à 6 h la suite de l'actualité sur RTI 1. Portez-vous bien.